Nous sommes le 31 décembre 2025, dernière édition de l'année. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de cette édition, à l'horizon des premières élections générales au Bénin, les préparatifs se poursuivent sur plusieurs fronts. À Boïcon, la plateforme électorale des organisations de la société civile a tenu une session de formation dédiée au renforcement des capacités techniques et opérationnelles des formateurs. L'excès de vitesse continue de faire des ravages sur nos routes. Malgré les campagnes de sensibilisation et les contrôles renforcés, ce comportement à risque demeure l'une des principales causes d'accidents de la circulation. Et puis, loin du Bénin, en Guinée, le suspense a pris fin. La Direction générale des élections a officiellement proclamé à titre provisoire Mamadi Doumbouya vainqueur de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. À l'approche des premières élections générales au Bénin, la mobilisation s'intensifie autour des acteurs impliqués dans le processus électoral. À Boïcon, la plateforme électorale des organisations de la société civile a organisé une session de formation visant à renforcer les compétences techniques et opérationnelles des formateurs. Une initiative destinée à assurer une observation électorale crédible et professionnelle. Écoutons les réactions de quelques acteurs. Alors, cette formation leur rappelle les principes de l'observation, les lois qui régissent les élections. Et comme vous le savez, ce code a évolué. La Constitution aussi a évolué. Et c'est important pour nos formateurs d'échanger avec des gens qui sont informés, avec des gens qui, en matière de loi et surtout en matière électorale, sont avisés. Nos perspectives, c'est de faire en sorte que nous puissions faire le moins d'erreurs possible et d'avoir la posture de l'observateur et non la posture du juge. C'est pour former des formateurs qui, à leur tour, vont former des observateurs électoraux que nous allons déployer sur toute l'étendue du territoire national déjà à partir du 9 janvier 2026. Nous avons 546 arrondissements. Tous les 546 arrondissements seront couverts par les observateurs. C'est pourquoi nous allons former entre le 5 et le 9 janvier, nous allons former plus de 1200 observateurs et superviseurs. Ces observateurs qui seront sur le terrain vont envoyer directement à une structure que nous appelons la salle de situation électorale, qui a 3 chambres. La chambre technique, la chambre d'analyse et la chambre d'alerte et de réponse immédiate. C'est-à-dire sur toute l'étendue du territoire national, avant, pendant les élections, tout ce qui aura comme difficulté au niveau des postes de vote, tout ce qui aura comme difficulté organisationnelle. Et ça, c'est pour accompagner la Sénat, qui est l'OGE, c'est-à-dire l'organe de gestion des élections au Bénin. L'ensemble des participants ont des backgrounds solides, déjà en matière électorale, en matière d'observation. Mais c'est de tirer le maximum d'eux et aussi apprendre d'eux pour les conduire vers la démarche qu'il faut pour être un bon observateur sur le terrain. Autre volet de l'actualité, sur nos routes, la vitesse reste un danger majeur. Malgré les dispositifs de contrôle et les campagnes de sensibilisation, l'excès de vitesse continue de provoquer de nombreux accidents graves et de mettre des vies en péril. Dans ce reportage, des experts livrent des conseils pour réduire ces risques suivants. Rouler vite à moto ou en voiture est une réalité au Bénin. L'excès de vitesse est un fléau qui perdure. Ceci, malgré les multiples campagnes de sensibilisation et les sanctions prévues par la loi. Pour les usagers, les causes varient d'une personne à une autre. Lorsque je dois faire par exemple 30 minutes pour me rendre dans le lieu, peut-être c'est en respectant la limitation de vitesse, je peux faire 30 minutes pour atteindre ce point. Mais on constate que quand nous prenons trop de temps à nous préparer, sur la voie, on voit que l'heure est déjà trop partie et on se met maintenant à rouler plus vite. On a vu le limitation de vitesse en ville, c'est 50 km/h et dans les villages ou bien dans les campagnes, c'est 90 km/h.
Bon, selon moi, parce que moi je ne conduis pas, mais de manière très fréquente, bon, et même peut-être récemment, le gouvernement a dit que c'est 60 km/h. Donc je pourrais qu'il y a aussi les mesures qui seront prises de manière à faire respecter ce que le gouvernement... Une situation préoccupante pour les moniteurs d'auto-école. Ces derniers ne manquent d'aborder cette notion avec délicatesse et rigueur pour faire passer le message aux apprenants pendant leur formation. Si la personne est venue chez nous et on l'a formé, on doit lui donner des conseils. Tout d'abord, si je suis débutant, c'est-à-dire je prends le volant tout récemment, juste après ma formation, je dois respecter d'abord des vitesses recommandées dans des zones. Si je suis en ville, ma vitesse maximale ne doit pas dépasser 50 km/h. Si je quitte ville, ma vitesse maximale ne doit pas dépasser 90 km/h. Parce que lorsque je fais essai de vitesse et je veux m'arrêter, il y a ce qu'on appelle distance de freinage qui m'attend. Si je n'arrive pas à contrôler ce qu'on appelle distance de freinage, je ne peux pas supporter les risques qui se présentent après. Et nous devons savoir à quel moment ralentir aussi. Parce qu'il y a ce phénomène qui fait que les gens, quand ils roulent très vite et à la vue d'un obstacle, ils n'arrivent plus à ralentir comme il le faut. Et ils sont obligés d'aller vers le danger. Alors, on conseille aux candidats de faire tout possible pour aller tout doucement sur la route. Et souvent, les candidats qui ont fini les examens et qui ont pris déjà le permis et qui veulent rouler, on leur conseille toujours d'aller tout doucement au début, de ne pas chercher à aller plus vite, de ne pas chercher à conduire comme celui qui roule depuis plus de 20 ans, parce que la route n'est jamais libre. Il ne faut pas être pressé en circulation et soyez toujours courtois par rapport aux autres usagers, parce qu'il y a aussi ça là qui fait que les gens sont tellement pressés que à un moment donné, on devait céder le passage à l'autre usager, mais on est tellement pressé qu'on ne peut pas lui céder le passage. Les panneaux sont accompagnés des fois des panneaux sauts, c'est-à-dire il y a des petits panneaux qui sont implantés en bas, qui demandent à qui doit respecter le panneau. Si le panneau n'a pas de panneau saut, et ça me parle de vitesse, limitation de vitesse à 50 par exemple, mais ça concerne tout le monde. Les deux roues aussi doivent respecter les 50 km/h recommandés dans la zone là. Donc, ce n'est pas forcément les véhicules automobiles, c'est-à-dire les véhicules à 4 roues, seulement qui vont respecter les 50 imposés dans la zone. Je suis à moto, je dois aussi observer, respecter les vitesses recommandées. Les conséquences liées à l'excès de vitesse sont dramatiques. Accidents, perte en vie humaine, blessures graves. Il revient donc aux autorités de renforcer les contrôles ainsi qu'aux conducteurs de prendre conscience, de rester dans la marge prescrite et de limiter les prises de risques. Autre sujet à présent, les réseaux sociaux font désormais partie du quotidien des jeunes et des adolescents entre sources d'information, outils de communication et distraction. Leur influence sur l'éducation est devenue un grand enjeu. Quelles conséquences sur l'apprentissage, le comportement et le développement des jeunes? Suivons. J'avoue, lorsque les jours je passe dans ma voie, je vois les jeunes, des enfants, quasiment des adolescents connectés sur leur smartphone et surtout TikTok aujourd'hui qui est à la mode, ça devient inquiétant. Et je pense que, comme vous le savez, je pense que tout passe par la sensibilisation. La première des choses, c'est la sensibilisation. Déjà la sensibilisation au niveau des parents. Parce que si les parents ont l'habitude de regarder TikTok, c'est normal que les enfants le regardent. Donc je pense qu'il faut déjà sensibiliser les parents sur les effets néfastes déjà des réseaux sociaux tels que TikTok et autres. Et voir en termes de contenu, quels pourraient être les contenus nocifs, quels peuvent être les contenus intéressants. Donc tout n'est pas... Voilà, parce que ceux qui ont inventé des réseaux sociaux ont un modèle économique derrière. Donc il faut essayer de voir qu'est-ce qui est positif de ce qui ne l'est pas. Et ainsi, si les parents sont sensibilisés, ils connaissent déjà les effets néfastes justement de ces réseaux sociaux, je pense qu'ils pourront facilement mettre en place des règles qui empêcheraient ou qui réduiraient, à défaut de le bannir, qui réduiraient effectivement l'utilisation de ces réseaux sociaux-là au niveau des enfants. Donc je pense qu'il y a une grosse phase de sensibilisation.
Après, je pense que c'est également une responsabilité collective, que ce soit à l'école, que ce soit au niveau de l'État, une réglementation aussi, hein, parce que après, je pense que on peut, au niveau de l'État, essayer de canaliser certains contenus, filtrer certains contenus, et va aller peut-être vers les contenus plus éducatifs. C'est de prendre tout type de contenu et ça permettra éventuellement de parer justement à ces effets-là. Parce que lorsqu'on prend la Chine aujourd'hui, on sait que l'inventeur de TikTok, il est chinois. Mais au niveau de la Chine, ces réseaux sociaux sont utilisés pour l'éducation à la base, pour ce qu'on appelle le patriotisme, pour tout ce qui va en faveur justement du peuple ou du gouvernement chinois. Donc on motive plutôt, on sensibilise les enfants à cela et non justement à des contenus tels qu'on les voit aujourd'hui, où les gens sont accros à du contenu qui ne sont pas du tout instructifs et surtout qu'ils perdent le temps au lieu de faire peut-être autre chose. Donc, et ça, je pense que, comme je l'ai dit, il faut beaucoup sensibiliser. Je pense qu'il faut commencer à faire des initiatives dans ce sens-là. Je pense que même avant l'arrivée des réseaux sociaux, il y a possibilité de filtrer des contenus. Aujourd'hui, lorsqu'on prend un réseau, de manière technique, si vous me permettez, on peut déjà filtrer le type de contenu. Au sein d'une entreprise, par exemple, on peut empêcher certains contenus, disons, illicites ou pornographiques. Donc oui, il est possible, de manière technique, de filtrer un certain nombre de contenus, de se dire, ok, ce contenu il est nocif, ce contenu il passe, ce contenu il ne passe pas. Donc je pense que c'est à cela déjà qu'il faut y arriver. Donc comme je l'ai dit, si déjà la sensibilisation se fait au niveau des parents, on peut se doter de certains équipements qui pourraient permettre justement de filtrer, ou tous ceux qui sont fournisseurs d'accès, si c'est possible, d'essayer de réduire ou de contenir, comme je l'ai dit, certains types de contenus qui peuvent paraître franchement nuisibles non seulement pour nos enfants, mais pour nous-mêmes. Parce que derrière, c'est des modèles économiques, ça devient une addiction. Lorsque vous scrollez, la page ou les pages qui vous sont envoyées sont les pages sur lesquelles vous passez plus de temps. Donc ça permet de dire, ok, vous aimez tout ce contenu-là. Vous scrollez, mais vous ne le savez pas. Mais lui, justement, c'est qui s'est dit, ok, si je mets 5 minutes ou 1 minute ou 2 minutes, c'est que ça m'intéresse. Et derrière, il vous envoie ce contenu personnalisé. Donc, ce type de contenu, cette addiction-là, que les réseaux sociaux nous amènent, il faut qu'on puisse arriver nous-mêmes à s'autodiscipliner. Et après, techniquement, je pense qu'on pourra... Mais j'ai l'habitude de dire que la technique seule ne suffit pas. Hein. La technique ne réglera pas les problèmes humains, ça c'est clair. Donc il faut déjà une prise de conscience de l'homme que nous sommes par rapport à ce que nous faisons, de manière générale, nos forces, nos faiblesses, nos vices. Et par rapport à ça, voir comment technologiquement, on arrive à accompagner justement cette régulation justement des contenus que nous avons, et comme vous le dites, qui constitue, si on ne se lève pas rapidement, si on ne régularise pas rapidement le type de contenu, qui peut constituer effectivement une dérive pour nos jeunes populations. Et dans le reste du monde, il a échappé de peu à un drame. Contrairement à ses copassagers, le bosseur britannique Anthony Joshua, ancien champion du monde des poids lourds, a été légèrement blessé dans un accident de la route survenu au Nigeria, un drame qui a coûté la vie à 2 passagers du véhicule qui le transportaient. L'accident a profondément marqué les habitants de Samagou, ville natale du pugiliste resté sous le choc. Reportage. Les habitants de Samagou, ville natale du boxeur britannique Anthony Joshua, ont exprimé leur choc mardi après l'accident de voiture qui a blessé le champion et causé la mort de 2 personnes. Cela a été un choc pour nous. Il revient souvent à la maison au moins 3 ou 4 fois par an. Ce n'était pas la première fois qu'il rentrait chez lui et il connaissait très bien cette route. Cela a donc été un grand choc pour nous. Selon les autorités et son promoteur, le double champion des poids lourds et médaillé d'or olympique est actuellement hospitalisé pour des examens et reste dans un état stable. La réaction a été celle d'un grand amour pour cet homme, car c'est un homme du peuple, très proche de sa base. Il n'est pas du genre à se déplacer avec des agents de sécurité.
Tout le monde est très proche de lui et il est très libre parmi les gens. L'accident a été largement relayé sur les réseaux sociaux au Nigeria où il ravive les inquiétudes sur la sécurité routière dans le pays. La Guinée a désormais un président élu selon les résultats provisoires officiels publiés par la Direction générale des élections. Mamadi Doumbouya a été élu dès le premier tour de l'élection présidentielle avec 86,112% des suffrages valablement exprimés. Cette proclamation intervient après la publication de premiers résultats partiels qui plaçaient déjà le chef de la transition largement en tête dans plusieurs circonscriptions de Conakry et à l'intérieur du pays. Suivant. Le général Mamadi Doumbouya a été élu président de la République de Guinée au soir du scrutin de dimanche dernier. Selon les résultats préliminaires communiqués mardi par la directrice générale des élections du pays, le chef de la junte a remporté 86,72% des suffrages exprimés. Après centralisation, vérification et compilation des résultats provisoires du premier tour du scrutin présidentiel du 22 décembre 2025, agissant dans le strict respect de la légalité, proclame le candidat, M. Mamadi Doumbouya, candidat du GM2, ayant recueilli la majorité absolue des suffrages valablement exprimés, est déclaré élu à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025 à titre provisoire. La victoire de Doumbouya ne surprend guère les observateurs dans un contexte électoral où l'opposition fut dans son essence muselée. Le gouvernement ivoirien et les États-Unis ont signé ce mardi un accord de financement de 487,18 millions de dollars. Ce programme quinquennal vise une transformation structurelle du système de santé national reposant sur un nouveau modèle de responsabilité partagée. Le reportage. Les États-Unis et la Côte d'Ivoire ont signé mardi un accord bilatéral d'un montant de 487 millions de dollars visant à renforcer le système de santé ivoirien. L'accord prévoit le financement de systèmes de détection des maladies et de moyens sanitaires pour lutter contre le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose. Ce protocole d'accord bilatéral s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie mondiale de santé des États-Unis, America First, qui notamment encourage les pays à mettre l'accent sur la mobilisation des ressources domestiques pour faire face aux priorités en matière de santé. En contrepartie des fonds américains, la Côte d'Ivoire s'est engagée à augmenter ses dépenses nationales en santé d'au moins 250 milliards de francs CFA, soit environ 450 millions de dollars. On a besoin de la santé, on a besoin de l'énergie, on a besoin d'infrastructures. Et donc, ensemble, en travaillant côte à côte, c'est ça la vision pour aujourd'hui et pour l'avenir. Selon le département d'État américain, la stratégie America First Global Health doit permettre de réduire la dépendance des pays en développement envers Washington en matière de santé. Aujourd'hui, nous sommes dans un autre accord où nous orienter vers nos priorités, les priorités nationales, où l'État progressivement prend le relais donc, des financements que nous recevons et ça nous permet de mieux intégrer les appuis que nous recevons à notre système de santé. Plusieurs pays africains comme le Kenya et l'Éthiopie ont signé des accords similaires avec les États-Unis ces dernières semaines. Le chef de l'État turc et son homologue somalien ont tenu ce mardi à Istanbul une conférence de presse conjointe. Recep Tayyip Erdogan a réaffirmé son soutien à l'intégrité territoriale de son proche allié somalien, des déclarations qui interviennent 4 jours après la reconnaissance du Somaliland, une région séparatiste de la Somalie, par Israël. Le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a reçu son homologue de la Somalie, Hassan Sheikh Mohamud, mardi à Istanbul. Un tête-à-tête à l'issue duquel le chef de l'État turc a indiqué aux médias que la récente reconnaissance par Israël du Somaliland est illégale et inacceptable. Hassan Sheikh Mohamud est arrivé en Turquie sur invitation d'Erdogan.
À la suite des cérémonies protocolaires d'usage, les deux chefs d'État ont tout de suite abordé des questions bilatérales, mettant l'accent sur les mesures à prendre afin d'approfondir la coopération. Les discussions ont également porté sur l'état actuel de la lutte contre le terrorisme en Somalie, les efforts du gouvernement fédéral somalien pour garantir l'unité nationale et les récents développements régionaux. Les échanges sont prévus se poursuivre entre les délégations officielles des deux pays et dans plusieurs domaines. Et c'est tout pour ce journal. Merci de votre aimable attention. Bonne et heureuse année 2026 à toutes et à tous. Et suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.